Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La grande soirée de l'année commence. Toutes les familles s'apprêtent à fêter Noël et les enfants attendent. L'heure de l'arrivée des cadeaux, petits ou gros, ne va pas tarder. C'est la première information que je peux donner aux tout petits ce soir, mais je crois qu'aujourd'hui c'est peut-être la plus importante. C'est à Paris que le coup d'envoi de cette soirée de Noël a été donné. Un spectacle gratuit sur le parvis de Notre-Dame avant les cérémonies religieuses et la messe de minuit. La vedette de cette soirée, John Bells. Grace my fears relieved, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear? How precious did that grace appear? Spectacle et Notre-Dame, réjouissance et religion, c'est en effet désormais le double aspect des fêtes de Noël. Et bien souvent, le païen, aujourd'hui, l'emporte sur la vraie signification de ce qui s'est passé il y a près de 2000 ans dans une grotte à Bethléem. Double signification que l'actualité nous impose aujourd'hui, les Noëls de fête et puis les autres. Mais tout de suite, Laurent Baumède, une petite déception tout de même pour les Français et pour les enfants. Tout le monde attendait la neige. Elle n'est pas au rendez-vous, elle nous a fait faux bon. Que voulez-vous faire? Je crois que le Père Noël cette année devra troquer son manteau rouge et chaud pour un parapluie et des bottes, car une vague de pluie arrive. Mais si cela peut vous rassurer, les jours suivants il fera plus froid, il y aura peut-être même un petit peu de neige sur toute la France. Alors voyons la carte pour demain. Eh bien, une vague de pluie que vous voyez arrive en ce moment sur les côtes du nord-ouest. Il pleuvra cette nuit dans tout le nord-ouest du pays et une partie de la matinée demain matin. Voilà la position de ces nuages dans le milieu de la matinée avec donc des pluies et des vents d'ouest par moments assez forts. Plus sur le sud-est ainsi que sur la Corse, eh bien il fera beau temps, comme ces jours derniers, il faut le dire, avec beaucoup de soleil, en attendant tout de même en fin de journée l'arrivée de ces nuages et des risques de pluie avec un redoux. Sur le nord-ouest du pays, en revanche, après le passage de la pluie, eh bien, retour d'un temps instable, comme on dit, avec nuages, avec aussi des éclaircies, des averses, de pluie, même peut-être de neige par moment. Il faut dire qu'il y aura une chute des températures d'environ 8 degrés, ce sera donc très sensible. Pour après-demain, eh bien, c'est ce temps qui va l'emporter sur tout le pays, temps instable, des nuages, des éclaircies avec du ciel bleu, des averses de pluie, de neige, en montagne mais également à basse altitude, et donc des températures en baisse sensible. Idem pour samedi, avant sans doute, mais c'est un petit peu loin, l'arrivée d'une nouvelle vague de pluie pour dimanche. Voilà Patrick. Noël, c'est donc d'abord le souvenir de la naissance du Christ, il y a 1980 ans, une fête religieuse la plus importante pour la chrétienté. Ainsi, cette nuit, dans toutes les églises, les fidèles vont se réunir pour prier. En France, bien sûr, mais un pays célébrera avec une ferveur toute particulière, la Nativité. Ce pays, c'est la Pologne, et le premier des Polonais, le pape Jean-Paul II ne s'y est pas trompé. En ce moment même, il s'adresse d'ailleurs aux catholiques polonais, donc à toute la Pologne. Oui, Jean-Paul II s'adresse à ses frères et sœurs de Pologne, dit-il, depuis sa chapelle du Vatican, et c'est un message qui est retransmis par la télévision polonaise, ce qui est un événement. Il lance un appel à la paix intérieure pour ce pays qui, depuis quelques mois, a connu beaucoup de difficultés, et disant la Pologne qui a le droit particulièrement à cette paix, étant donné tous les sacrifices qu'elle a pu donner au monde pendant la dernière guerre. Et il demande à ce que le message de Noël, le message de Bethléem, soit aujourd'hui un message d'espoir, un message d'espérance pour la construction de la patrie, car les paroles du Christ, dit-il, ne sont pas des paroles contre quelque chose, mais sont des paroles pour la construction de quelque chose de nouveau. Jean Fredo, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le fait que le pape ce soir s'adresse aux Polonais ou c'est le fait que la télévision polonaise retransmette ce message? Eh bien écoutez Patrick Lecoq, il y a les deux, parce que je crois que ce soir, tel que nous voyons ces images, Jean-Paul II se souvient qu'il est Karol Wojtyła, l'homme de la Vistule, l'homme de Cracovie, et que le contexte dans lequel il adresse ses paroles, en rappelant, il a commencé son discours, en rappelant les paroles d'un grand chant de Noël que l'on chante ce soir dans tous les foyers, et en rappelant l'opłatek, qui est le pain azime que l'on se partage. Et ceci est assez important car dans tous les foyers polonais, on peut imaginer qu'on est en train de regarder Jean-Paul II et que la télévision lui donne cette audience, montre qu'il y a une volonté que ce Noël soit un Noël d'apaisement, un Noël de démarrage de quelque chose de nouveau
et une certaine forme de nouvelle étape pour la Pologne. Et d'unité nationale. Absolument, oui. Si en ce moment même le pape Jean-Paul II s'adresse donc à ses compatriotes polonais, c'est au monde entier qu'il a lancé un appel hier. La paix, devait déclarer le souverain pontife, doit se réaliser dans la vérité, elle doit se construire sur la justice, elle doit se faire dans la liberté. Vérité, justice, liberté, trois mots qui sonnent bizarrement aujourd'hui dans certaines régions du monde. En Iran, par exemple, pour les 52 Américains retenus en otage, pas de Noël libre. À Washington, le président Carter n'a pas voulu que les sapins de Noël de la Maison-Blanche soient illuminés. Des bougies ont simplement été allumées durant 417 secondes, 1 seconde par jour de détention pour les otages. En Afghanistan, cette période de Noël marque un anniversaire. L'an passé, à cette même heure, alors que chacun ici préparait le réveillon, des avions cargo soviétiques se posaient. C'était sur l'aéroport de Kaboul. Le coup de Kaboul. À cette époque de l'année, le 23 décembre, toute la région est enneigée. C'est le pont aérien le plus gigantesque mis en place ces dernières années. Pendant 48 heures, on décharge hommes et matériel. On croit d'abord qu'il s'agit de renforts pour lutter contre la guérilla islamique. En fait, l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques a bel et bien commencé. L'armée rouge prend très vite le contrôle des points stratégiques, puis les commandos s'emparent de la radio, du ministère de l'Intérieur, de la Maison du Peuple et du centre de télécommunications. Parallèlement, 2 puissantes colonnes blindées foncent vers le sud, objectif verrouiller les frontières avec l'Iran et le Pakistan. Le coup de force est pratiquement terminé. Dernier acte, l'installation au pouvoir du protégé de Moscou, Babrak Karmal. Aussitôt, la résistance islamique réagit, les troupes soviétiques sont harcelées, une partie de l'armée gouvernementale passe à la rébellion avec ses armes. Avec des moyens dérisoires, il défie les quelques 80 000 soviétiques qui, aujourd'hui encore, ne parviennent pas à écraser les résistants. Oui, c'était il y a 1 an, presque jour pour jour. À la mi-journée, dans Antenne de Midi, l'un des responsables de la résistance afghane a lancé un appel pathétique au monde occidental. Le monde entier ne fait rien, a-t-il déclaré, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan humanitaire. Le monde entier ne fait que regarder ce qui se passe. Pour M. Balouch, qui répondait à une question de Paul Nahon, le risque pour l'Occident est pourtant considérable aujourd'hui. Le génocide est préparé en Afghanistan. 1 million de morts, 1 million de cadavres, 1 500 000 de réfugiés. Le monde entier regarde cela. Et le monde entier ne fait rien, sauf les résistants français qui nous a aidés jusqu'à maintenant. Monsieur Balouch, de qui recevez-vous vos armes? Nous avons reçu jusqu'à maintenant des armes des soldats qui désertent l'armée afghane. Souvenez-vous, il y a 3 ans, on avait 120 000 soldats dans l'armée. Et aujourd'hui, il reste 10 000 soldats afghans. Alors, les soldats, ils sont venus avec leurs armes, ils ont pris le maquis et ils se battent maintenant héroïquement, comme la résistance française en 40. Mais, monsieur Balouch, est-ce que les pays occidentaux vous aident en vous envoyant des armes? Pas du tout. Pas du tout. Ils ne nous aident même pas sur le plan humanitaire. Vous voyez, nous avons 1 500 000 réfugiés au Pakistan. Alors, ils ne nous aident même pas. Alors, jusqu'à maintenant, l'Occident, je me demande, est-ce qu'il laisse massacrer le peuple afghan contre l'envahisseur? Parce que pour nous, c'est notre devise, c'est liberté ou mourir. Oui, sur le terrain en Afghanistan, les combats se poursuivent, mais il est bien difficile de savoir exactement ce qui se passe. Selon un journal suédois, pourtant, les rapports entre officiers soviétiques et officiers de l'armée afghane seraient si mauvais que l'un des officiers du corps expéditionnaire envoyé par Moscou aurait tenté d'assassiner le ministre de la Défense afghan. Ce dernier, il y a quelques jours, avait très durement, paraît-il, critiqué le comportement des troupes russes vis-à-vis de la population afghane. Message de Noël inattendu, celui qu'Andreï Sakharov a pu faire parvenir de sa résidence forcée de Gorky. Sakharov parle au moment même où le procès de 3 dissidents russes a commencé en Union soviétique. Dans un message simple, Andreï Sakharov présente ses vœux et il énumère rapidement les combats qui occupent ses pensées en cette fin d'année. Celui des réfugiés qui meurent de faim, le conflit d'Afghanistan justement. Et puis il espère le succès des efforts menés pour le désarmement. Et aussi, dit-il, je pense avec un bonheur tout spécial aux ouvriers polonais qui ont fait un si grand pas vers le pluralisme. Enfin, en ce jour de Noël, un procès vient de s'achever, le procès d'un ex-empereur. À Bangui, Jean Bedel Bokassa a été condamné à mort. Le procès a duré 5 jours. La condamnation a été prononcée par contumace. L'ancien empereur centrafricain est en effet toujours réfugié en Côte d'Ivoire. C'était le jour de son sacre. Jean Bedel Bokassa allait devenir empereur de Centrafrique
le 4 décembre 1977. Depuis, il s'est passé ce que l'on sait. Son procès s'est ouvert le 19 décembre à Bangui. Il aura duré 5 jours. 8 chefs d'accusation ont été retenus contre lui. Assassinat, coups et blessures volontaires, recel de cadavres et anthropophagie, détournement de deniers publics, séquestration, atteinte à la liberté individuelle, atteinte à la vie des Centrafricains de 1974 à sa chute, le 20 septembre 1979. Cet après-midi, la Cour criminelle de la République centrafricaine a condamné à mort par contumace l'ex-empereur Jean Bedel Bokassa. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Ses biens, meubles et immeubles ont été confisqués. Oui, l'Iran, l'Afghanistan, mais aussi l'Amérique du Sud et le Salvador, la Corée et tant d'autres pays. Un climat de violence, d'insécurité, de crise économique, il ne faut pas l'oublier non plus, qui va assombrir le Noël de millions de gens. Pourtant, cette période prend parfois une signification quasi miraculeuse. Dans certains pays, à Noël, les armes se taisent. C'est le cas par exemple en Irlande. Il y a une semaine, dans ce pays, on s'attendait au pire, à une nouvelle explosion de violence. Aujourd'hui, il est question de trêve et même de libération d'un certain nombre de membres de l'armée républicaine irlandaise. Quand on dit Irlande du Nord, Belfast, on pense ruelles sordides, misère, taudis, ghetto catholique, et c'est vrai du côté de Falls Road chez les catholiques, mais aussi de Shankill chez les protestants, la pauvreté saute aux yeux. On pense aussi aux manifestations, aux attentats, à l'insécurité. C'était très vrai il y a une semaine, lorsque les terroristes de l'IRA faisaient la grève de la faim et que la mort de quelques-uns d'entre eux semblait imminente. Une foule en colère était l'image dominante de l'Irlande. Mais il ne faut pas s'y tromper. Belfast n'est pas que ruines et désolation, terroristes poseurs de bombes et patrouilles armées. La majorité de la grande ville du Nord ignore les malheurs de la minorité. Et ces jours-ci, le principal souci, c'est de faire les achats de Noël. Enfin, à condition d'avoir assez d'argent pour acheter des jouets, même au rabais, en raison de la crise économique. En vérité, les affaires ne marchent pas très bien. Chose sans précédent, il y a eu des soldes d'un peu tout avant Noël. Car, grève de la faim ou pas, ce qui préoccupait les gens, c'était avant tout le chômage. Un chômage qui touche surtout les catholiques, minorité de tout temps victimes de discrimination. Quand il y a une place, on la donne de préférence aux protestants. Des places, on n'en offre pas souvent, c'est plutôt le contraire. On licencie un peu partout, dans le textile, la chimie. Ainsi, à Carrickfergus, petite ville protestante à quelques kilomètres de Belfast, l'énorme complexe chimique Courtauld a fermé ses portes et licencié son personnel protestant en majorité. L'égalité entre catholiques et protestants est ainsi rétablie dans une commune infortune. Les chantiers navals de Belfast, les plus grands du monde par l'étendue, travaillent au ralenti et licencient par-ci par-là quelques dizaines d'ouvriers de plus. Voilà la cause réelle de l'angoisse qui étreint l'Irlande du Nord, où le taux de chômage, 16%, est le double du reste du Royaume-Uni. Noël à Belfast sera-t-il vraiment lugubre? Non, car la tradition de fin d'année joyeuse reste la plus forte. Il n'y a plus de prisonniers qui font la grève de la faim et qui risquent de mourir. On peut peut-être commencer à penser à une reconstruction économique. L'espoir, timidement, faiblement, lui, à l'horizon de 1981. Oui, reste dans ce tour du monde un pays meurtri, mais meurtri sans que les hommes aient une part de responsabilité dans le drame. En Italie, la terre a tremblé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, les morts ont été portés en leur dernière demeure et les blessés finissent de se rétablir dans les hôpitaux. Mais pour les sinistrés, ce Noël sera celui de la tristesse. Beaucoup d'entre eux attendent encore les secours, des secours qui ont bien été envoyés, mais qui ne sont jamais arrivés dans le sud du pays. La lettre au Père Noël, envoyée cette nuit par les enfants de Balvano, d'Avellino et des villages dévastés d'Italie du Sud, ne ressemble sûrement pas à celle de l'année dernière. Au Père Noël, s'ils y croient encore, ils demandent une vraie maison, de la chaleur. Ne pas oublier qu'ici, il y a quelques jours à peine, 2 bébés sont morts de froid
dans des tentes de toile. Pour les parents, accrochés à leurs souvenirs, à leurs morts, quelquefois ensevelis sous les décombres, pas de chocolats ou de marrons glacés, mais les inévitables spaghettis. Et puis, il y a la peur, plantée comme une écharde. Une peur sans cesse ravivée par de légers tremblements de terre, 3 secousses hier dans le nord de l'Italie, un vacillement ce matin en Sicile. Pendant ce temps, les partis politiques ennemis, la démocratie chrétienne et le PC, semblent se rapprocher dans le sud de l'Italie, bientôt unis, peut-être, par la nécessité de faire face, ensemble, aux problèmes posés par les réfugiés. Ce soir, dans les villages du Sud, il n'y aura pas de messe de minuit avec grandes orgues et déluges de fleurs, mais des curés sans doute un peu las de passer de baraquements en baraquements, prêcher l'acceptation de la volonté divine. En cette nuit de Noël, les sinistrés ont certainement besoin de toute leur foi pour espérer. Oui, et Denise Boer, qui est en ce moment même en Italie, nous montrera demain soir comment les sinistrés d'Italie ont passé cette nuit de Noël. Je crois que nous avons fait le tour, en partie seulement, de ces Noëls de 1980 qui ne seront pas des Noëls comme les autres, des Noëls sans sapin, sans cadeaux, et hélas sans espoir aussi pour certains. Ailleurs, et c'est bien normal, c'est la joie qui va l'emporter. Un peu partout, les lampions de la fête vont s'allumer, même s'il s'agit d'une fête modeste. Plusieurs centaines de milliers d'entre vous ont d'ailleurs déjà quitté les grandes villes pour la montagne. Rien que pour la région parisienne, plus de 500 000 personnes auraient ainsi déserté leur foyer. Le président de la République, lui, est depuis le milieu de la nuit en Guadeloupe, un voyage un tout petit peu mouvementé à bord du Boeing d'Air France pour M. Giscard d'Estaing et sa famille, ainsi que pour 385 passagers. Une fuite d'huile à un réacteur a contraint le commandant de bord à un demi-tour rapide vers Orly. 3 heures de travail pour les mécaniciens, et puis ensuite un vol sans histoire. Après un accueil aux Antilles françaises sans protocole, seul le préfet et les élus, à l'exception de M. Aimé Césaire, étaient présents. Le président de la République a gagné sa résidence de vacances avant de prendre le volant. Le chef de l'État avait toutefois expliqué qu'il avait choisi d'aller passer les fêtes de Noël au milieu de nos compatriotes antillais pour leur témoigner l'affectueuse solidarité de la métropole. Pas de politique aujourd'hui, si c'est tout de même une querelle à propos du budget de la communauté européenne. Lundi, le Conseil des ministres des 9 avait renoncé à se prononcer sur le budget de cette communauté. Et hier soir, le président de l'Assemblée de Strasbourg, Mme Simone Veil, a décidé d'arrêter définitivement le budget supplémentaire de 1980 et le budget de l'année prochaine de 1981. Le gouvernement français vient de faire connaître sa position. Il considère que les décisions prises par Mme Simone Veil constituent un détournement grave de procédure. Le gouvernement français estime qu'il ne peut admettre que les dispositions du traité soient ainsi détournées de leur objet. Paris entend donc tirer les conséquences de cette situation, notamment en ce qui concerne les appels de fonds que la Commission de Bruxelles lancera pour financer l'an prochain les dépenses de la communauté européenne. Alors voilà, pour la politique, je propose de revenir bien vite aux vacances et à Noël. Et les vacances, pour beaucoup d'entre vous, c'est donc le ski. Les 4 grands pays alpins disposent d'un domaine skiable à peu près comparable. Petit avantage tout de même, peut-être pour la France, elle bénéficie d'un ensoleillement important tout en gardant une neige d'excellente qualité. Résultat, selon les spécialistes, les pistes de ski françaises sont parmi les plus belles d'Europe. Alors dans ce bilan particulièrement favorable, il y a tout de même un petit point noir, et ce petit point noir, c'est l'accueil. C'est ainsi que certaines stations françaises ont décidé de porter leurs efforts vers la formation d'employés locaux. Je appelle le poste de secours. Poste de secours, j'écoute. René, là, on procède à un exercice de sauvetage sur le télécabine. Ok, bien reçu. J'ai 2 équipes de prêtes. On arrive. Rassemblement, donc fenêtre du télécabine, à toi. Imaginons que le télécabine soit en panne, des skieurs sont bloqués là-haut. C'est rare, rassurez-vous. Depuis une quinzaine d'années, apparition de matériel sophistiqué nécessitant des spécialistes qui ne seront employés que pendant la période hivernale. C'est justement pendant cette période qu'agriculteurs de montagne et certains artisans ne peuvent plus exercer à cause du froid et de la neige. Vous devinez la suite. Nous avons mis sur pied des stages qui contribuent à qualifier les gens dans ce style, stages de formation aux techniques d'accueil et stages de maîtrise de la langue anglaise. Et le deuxième niveau, eh bien, c'est pour permettre à nos ruraux de s'insérer dans la promotion sociale qui suit le développement de l'industrie du tourisme dans nos stations de sport d'hiver. Et pour leur permettre de s'insérer, nous avons mis au point des stages dont le but est de les former au métier de la neige, l'enseignement du ski, mais aussi la conduite des remontées mécaniques. Bon ben Jean-Paul, quand tu veux, tu peux descendre. Hein. Ouais. Donc tu évacues les 4 gars et l'école de ski va les réceptionner à la base. Hein. La FRAT, l'association pour la formation des ruraux aux activités du tourisme, a pour but de stopper le départ vers la ville des agriculteurs et artisans en les faisant participer à l'essor touristique de leur région.
les mairies sont chargées de susciter des vocations. De plus en plus souvent, les remontées mécaniques sont municipalisées, alors autant employer quelqu'un du pays. Tu accompagnes la corde également, qu'elle ne touche pas le bord de la cabine, hein, pour éviter qu'elle se coupe. Voilà, très bien. Là, on peut laisser descendre, il n'y a pas de problème. Bon, pour l'installation de l'IPOMA, c'est assez simple, mais il faut y pratiquer assez souvent. Hein. Le système de verrouillage, cette poignée-là, on glisse... À l'issue de leur stage, ces jeunes seront des pluriactifs. Ce mot ne figure pas encore dans le dictionnaire. Disons qu'il est synonyme d'adaptation à la région et d'un certain courage. Et on s'assoit dessus, on laisse glisser le système de frein là. Mon principal travail, c'est l'agriculture pour le moment. Et puis comme l'agriculture est leur milieu assez faible, alors je prépare des stages de ski pour faire moniteur. Autre lieu, mais parfois même stagiaire, ici, apprentissage des techniques Bonjour, d'accueil. madame. Je suis en vacances à Samoa. Pouvez-vous m'indiquer où sont les pistes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vais vous le montrer sur un plan. Bon, alors attention, là j'interviens. Première erreur qu'a fait l'hôtesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a présenté le document, le plan des... Ces stages, sanctionnés par un examen, sont organisés à la demande des municipalités, lorsqu'il y a suffisamment de candidats, bien sûr. Face au client. L'été, je suis bûcheron, c'est-à-dire un métier que je ne peux pas faire ici l'hiver. Alors j'ai choisi de faire un métier de la neige, enfin de préparer ce métier. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Ben, ça m'apporte l'intérêt que je peux rester ici l'hiver, sans être obligé d'aller travailler à la ville, par exemple. Bon, nous avons vu donc la dernière fois comment on pouvait construire une phrase avec can, hein, can qui veut dire... Le parfait professionnel de la neige parle une langue étrangère, enseigne le ski, sait accueillir un groupe de touristes, répare un remont de pente et pratique le sauvetage en montagne. C'est beaucoup pour une seule personne. She can speak German. Attention, can you write shorthand? Quelles sont les caractéristiques de cet appareil? Bien devant vous, là, vous avez... C'est beaucoup aussi les habitants des régions de sport d'hiver se sont-ils partagé les tâches. Plus de 100 000 emplois à caractère touristique ont été créés en 10 ans dans les Alpes. Au point de vue ensemble général, qu'un téléski. Bon, alors le ski c'est surtout pour les grands et en ce soir de Noël on ne peut pas oublier les petits et donc les jouets, pas ceux que les enfants vont trouver ce soir au pied de l'arbre. Parmi les œuvres d'art de nos musées, il y en a un certain nombre de jouets anciens qui sont en effet de véritables chefs-d'œuvre exécutés par des artisans avec une précision et un soin tout à fait merveilleux. Alors, à quoi jouaient les enfants il y a 100 ans, ceux dont les parents étaient assez fortunés pour se payer ces véritables œuvres d'art? Pour le savoir, une visite s'impose, celle de l'unique musée du jouet en France. Il se trouve très exactement à Poissy, c'est dans les Yvelines. Vous avez ici 3 poupées de marque française et d'époque 1880. Vous pouvez remarquer naturellement le luxe de leur mise et de leurs costumes. Ces 3 poupées sont naturellement en porcelaine, qu'on appelle du biscuit, de la porcelaine mate. Et elles présentent la caractéristique d'avoir une tête à l'aspect tout à fait enfantin. Jusqu'en 1860, début de l'industrie du jouet, les poupées ressemblaient à des femmes. Celles-ci, souvent d'ailleurs, en possédaient. Les poupées, en effet, étaient en même temps des mannequins de mode et des objets de luxe. Déjà, cependant, en 1850, au Japon, on fabriquait ce magnifique bébé, portrait du petit garçon auquel il appartenait, et oui. Un jouet à l'expression très moderne, des poupons actuels que chérissent tant les petites filles. Autre jouet de luxe pour les fillettes d'il y a 100 ans, les maisons de poupées avec tout leur mobilier et accessoires. La minutie parfaite des détails devait avoir pour l'enfant une vertu éducative. La petite fille à laquelle cette maison de poupée appartenait avait en modèle réduit et en réduction dans sa maison de poupée tous les objets mobiliers, bibelots et accessoires de sa vie future. Évidemment, vie parfaitement bourgeoise et tout à fait conforme à un certain modèle aisé, hein.
Les garçons ne jouaient pas beaucoup à la poupée, ou alors c'était assez rare et assez original, si vous voulez. Ils jouaient beaucoup aux soldats. Beaucoup, surtout dans cette période juste après la guerre de 70 et avant la guerre de 14, avec des soldats en étain, avec des soldats en plomb, avec des soldats en imagerie d'épinal découpés, qu'ils découpaient à la main, qui s'appelaient des soldats cartes, qui étaient vendus quelques sous dans les épiceries, merceries du coin et par les colporteurs. Et c'est le début de ce que l'on appelle les jouets de bazar ou joujoux de katsu. En fer blanc, en bois, en tôle, naïfs, très colorés, réalistes, au mécanisme simple, on en trouve encore dans les baraques de nos marchés. Ils viennent d'Extrême-Orient. Mais les anciens, eux, ont presque tous disparu. C'est la caractéristique du jouet moderne. Il se casse bien vite. Oui, il est inutile de demander ses jouets au Père Noël, il n'en a plus en stock. Le ski, les jouets, il nous reste tout de même les spectacles, et plus précisément le cinéma. Le rêve américain, celui des émigrants, tel est le thème du prochain film de Milos Forman, Ragtime, un film qui est en tournage en ce moment dans les studios de Londres. Vous verrez Ragtime dans quelques mois, dans un an même très précisément, ce sera pour la Noël de 1981. Mais Georges Bégou est allé respirer l'ambiance du tournage dans le studio. Il faut dire que l'entreprise ne manque pas d'envergure. Des milliers de figurants pour une Amérique du début du siècle. Un titre d'époque, un titre musical, Ragtime. Le chef d'orchestre de ce film, Milos Forman, un réalisateur tchèque que les États-Unis ont adopté et couronné à Hollywood pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, avant le triomphe de Air, il y a 2 ans. Mais réussir en Amérique n'est pas une chose facile. C'est la patience, là. Il faut être très patient avec les Américains. Oui, il faut être beaucoup de patience. Je connais plusieurs mes amis de metteurs en scène français, italiens, qui sont venus et quand les choses ne passaient pas dans 6 mois, bon, ça en allait. Et vous, vous avez tenu? Bon, je n'avais pas de choix. Ragtime est au départ un roman à succès de Doctorow, publié en 1975. Une saga où s'entrecroisent les destinées de ces émigrants venus de tous les points du globe et dont les idées et les énergies pèseront dans le développement de l'Amérique que nous connaissons. Je montre beaucoup de milieux tellement différents. Parce qu'on voit vraiment le plus haut société américaine, la vie des hautes aristocraties nouveau-américaines. On descend un peu, on a les bourgeois, nouveaux bourgeois à New Rochelle, la famille dans la maison là-bas, à Petite-Ville, près de New Rochelle. Après, on descend dans le Lower East Side, c'est le milieu des émigrants, des pauvres d'Europe, des juifs ukrainiens, russes, hongariens, allemands, jusqu'au Harlem. C'est au studio Shepperton à Londres que le New York de 1906 a été reconstitué. Tout le quartier du Madison Square dressé en plein champ. On se croirait revenu au plus beau temps d'Hollywood. Le producteur Dino De Laurentiis a engagé 25 millions de dollars dans cette entreprise, environ 12 milliards de centimes. Le rêve américain coûte cher, mais l'exaltation unanimiste des hommes de bonne volonté n'a pas de prix. Milos Forman n'a pas fait appel aux grandes vedettes d'aujourd'hui. Il aime employer des personnalités qui n'ont pas d'expérience de comédien. C'est le cas de l'écrivain Norman Mailer, qui joue un architecte socialiste et bon vivant, qui sera assassiné au cours du spectacle donné au Madison Square Garden. Le coup de revolver qui doit briser la soirée, c'est Forman lui-même qui le tire. Forman n'est pas un metteur en scène qui gouverne ses assistants depuis son fauteuil. Il veille à tout, vérifie le cadre des caméras, donne aux acteurs des indications précises.
Il multiplie les prises et garde à ses côtés la chorégraphe Twyla Tharp qui a réglé la séquence des girls autour de Donald O'Connor. Le résultat, n'en doutons pas, fera courir les foules. Foreman dispose de gros moyens, mais il a le talent de nous raconter des histoires qui donnent à réfléchir en nous divertissant. I've heard men say so often they could love their wives alone, but I think that such foolish men must have hearts made of stone. Now my heart is made of softest stuff, it melts at each warm glance. A pretty girl can't look my way without a new romance. Oh, I could love a million girls, with every girl a twin. I could love a Chinese girl, an Eskimo, a Finn. I could love a German girl, a girl with golden curls. In fact, I think that I could love about a million girls. He could love a million girls could he? I could love a native girl from far across the sea. He could love a red-haired girl, a girl with raven curls. In fact, I think that I could love about a million girls. Oui, Ragtime, ce sera pour l'an prochain, pour Noël 1980. Le loto fera probablement quelques heureux ce soir. Voilà les numéros qu'il fallait jouer. Le 7, le 10, le 15, le 31, le 34 et le 47, avec un numéro complémentaire indispensable, le numéro 35. Et puis, il y aura un tiercé demain à Vincennes dans le prix Constantin Hervieux, 18 partants, 2250 mètres, grande piste. Pierrette Brest vous propose Jackson, le 12, indication le 6, Jacquina le 16, Icar le 14, Igneo le 11, et puis cela s'impose aujourd'hui, Jéroboam le 5. Voilà. Il est 20h30, presque 32 minutes. Il n'y aura pas d'autre journal ce soir. L'actualité pour vous, comme pour nous, ce sera le réveillon. Alors au nom de toute la rédaction d'Antenne 2, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, peut-être en notre compagnie sur Antenne 2 justement. Le programme est riche, avec en point d'orgue la veillée à partir de 23h, avec notamment ce chœur basque que vous découvrez. À tous, et surtout à ceux qui, ce soir, sont seuls, bon Noël. Et la fille de moi